L'investissement en matière d'éducation, donc de compétences pour le XXIe siècle. J'étais assez impressionné sur ce qui se fait à l'île Maurice en matière de politique, quant à l'utilisation d'Internet. Mais on commence à voir de plus en plus un changement en matière de politique. Et peut-être qu'il y a du succès. Peut-être que les affaillis sont couronnés de succès et également de désavantages. Donc il y en a qui ne sont pas ravis. Donc il y a comme un contre-coup. Donc il y a de mauvaises politiques également. Imposition, surimposition, des frais, en plus de la TVA par exemple. On voit également des choses telles que l'autorisation des blogueurs, etc. Des choses que l'on voit postées ici et là. En parlant de contenu local justement, on demande aux blogueurs de payer par exemple une autorisation, un permis de $1000 à l'année. La censure également, il y a certains pouvoirs qui visent à censurer Internet. Également le contrôle pris par certains gouvernements. Ensuite on a des politiques pas belles, vilaines, donc des coupures littéralement d'internet. Certaines personnes ou encore des personnes qui ont blogué sur leur gouvernement se voient dans des situations difficiles par la suite, ou encore des projets nationaux provenant des gouvernements. Il y a également certaines déréglementations, donc il y a des pays qui reculent en créant par exemple le monopole et des systèmes dans ce sens. Voilà en résumé ce dont il est. Mais sinon je vais poser la question aux panélistes. Donc dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez. Et ensuite les exemples de bonnes politiques, de mauvaises politiques et de politiques qu'on va qualifier de vilaines, et l'impact bien sûr de ces trois aspects sur le développement. Merci. Non, désolé, je n'ai pas le son. Navré, je n'ai pas de son chez moi. Je suis navré, je n'ai pas de son. J'ai pas le son. Désolé, j'ai un très mauvais retour. Je ne peux pas entendre parfaitement monsieur. Je n'ai pas... Ah, bah voilà. Là, j'entends monsieur. Désolé, je n'avais pas de son. Si je ne me trompe pas, monsieur parlait de Darknet. Dû à la réduction de bande passante. En 2009, c'était $5000 par mégabyte. Aujourd'hui, c'est à hauteur de 5. Et forcément, nous avons des conditions, par exemple, en Ouganda, qui sont relativement avancées pour ce cas de figure. Malheureusement, il apparaît que maintenant, on rebouche chemin. En raison de politiques mises en œuvre depuis maintenant 5 à 7 ans. Des choses comme les taxes OTT, comme on l'appelle. Donc, c'est un impôt. Une imposition sur les médias sociaux.
également une interdiction sur les sources d'informations donc n'ayant pas d'autorisation. Donc la pornographie forcément est interdite. Donc si vous êtes par exemple, si vous utilisez les réseaux sociaux, il y aura je crois, je ne sais, un certain pourcentage d'imposition. Des gateways également. Et évidemment, cela est une préoccupation pour nous, étant donné que nous sommes dans l'industrie, alors que l'on travaille justement pour quelque chose que l'on pense qui va libéraliser justement l'industrie. Et là, on a des politiques en parallèle en Ouganda qui vient ébranler justement l'économie et impose une certaine restriction à la société. Voilà, pour notre point de vue, en tout cas le point de vue ougandais. Tout le monde, je m'appelle Zine Ibrahim Mahamat, je représente la société de télécommunications Tchad. Par rapport à la politique sur l'Internet, comme vous le savez tous, nous, au niveau de la sous-région Afrique centrale et principalement le Tchad, nous avons beaucoup de problèmes. Et pour votre information, nous aurons la chance d'héberger le TchadX d'ici 2 semaines. Donc les raisons sont vraiment immenses pour nous pour venir échanger avec vous les meilleures pratiques et surtout partager la manière dont on gère notre politique. On peut considérer que le Tchad est un mauvais élève par rapport à la politique sur les télécoms. Parce que, sans oublier les coupures d'Internet qui arrivent chaque 6 mois ou plus tard chaque 2 ans, nous avons aussi la régulation qui ne nous suit pas. Soit les politiques sont là, elles ne sont pas appliquées, soit elles ne le sont pas, il faut s'asseoir pour le faire. Actuellement, nous avons le nouveau ministre, il est vraiment pragmatique et essaie d'inciter les gens pour aller de l'avant. Et nous profitons de sa présence actuellement et son mandat plutôt pour faire le maximum possible avant de mener le Tchad sur un plan sur lequel on peut avoir toutes les infrastructures possibles et avec une politique claire et respectable. Donc voilà en quelque sorte ce que nous avons comme politique. Elle est vraiment aléatoire, elle n'est pas du tout flexible et les gens ne savent pas exactement où est-ce qu'ils peuvent commencer pour en finir. Mais nous comptons sur notre ministère ainsi que le régulateur qui est l'ARCEP pour nous aider à échaminer cela. Et d'ici la fin de l'année, il faut qu'on s'assoie sur une politique qui est vraiment viable, flexible et qui nous permettra d'avoir tous les partages d'infrastructures avec les autres entités qui existent chez nous et inviter, pourquoi pas, les investisseurs, surtout pour dynamiser notre infrastructure concernant l'Internet. Merci. Hello everyone. Bonjour tout le monde, en fait, écoutez, moi je vais essayer de voir la chose d'un peu plus grand pour vous démontrer à quel point je suis âgé. Écoutez, il y a 15 ou 20 ans, on travaillait sur les câbles sous-marins. L'examen également de politique en matière de bande passante et on essayait de créer justement cet environnement propice auprès des décisionnaires également. On a essayé de travailler avec les régulateurs pour pouvoir avoir beaucoup plus de concurrence. On a vu pas mal de changements. Donc on vous l'a montré, hein, les différents changements depuis le début de nos travaux, le nombre d'IXP, etc., le nombre de fibres également d'installer. Et là, tout à coup, on voit avec beaucoup d'impact, en tout cas sur le continent, on voit comme un déclin ou encore un contre-coup en fait par rapport à, par exemple, aux câbles sous-marins. Et les gens, en fait, considèrent la possibilité transfrontalière. Donc on nous dit que, par exemple, les gateways doivent être nationalisés pour des raisons de sécurité. Donc, oui, il y a un peu d'espoir si on arrive à se serrer les coudes et on examine les possibilités. Afin de préparer le pays, par exemple, ou un pays donné. Si vous regardez votre checklist, à qui vous devez vous entretenir, ce n'est non seulement le ministère, est-ce que c'est le ministère de l'Éducation?
le ministère des Affaires étrangères? Est-ce que c'est les administrations douanières également? C'est une préoccupation pour moi, car moi je travaillais dans un ministère, soit le ministère du Commerce en fait aux États-Unis. Je n'ai jamais vu autant de politiques mis au défi. Et ou encore ces nouveaux frais en fait qui s'ajoutent ici et là. Donc depuis maintenant, enfin en tout cas, c'est ce que je vois. Voilà, je pense qu'il faut travailler ensemble afin de susciter l'attention de ces différents ministères. Si par exemple vous essayez de déployer un cache, et qu'il y a retard par des mois et des mois, et si vous faites le calcul pour le ministère, donc ils vont y réfléchir, j'imagine. C'est non seulement un ministère avec qui il faut gérer, donc c'est 3 ou 4, voire plus. Essayer de mettre un peu de pression justement sur ces ministères à des fins de développement. Donc j'imagine qu'un réseau moins onéreux, beaucoup plus rapide va nous aider. Moi, souvent, en fait, on me mettait au défi que voilà, votre activité est égale à un développement économique. Donc, on sait très bien que la connectivité va accroître, par exemple, le PIB. Et là, j'ai l'impression que l'on doit revenir en arrière et vérifier notre checklist, en fait, et voir quelle compagnie on a, quelle société nous avons, avec qui nous pouvons travailler. En Afrique du Sud, par exemple, il y a un système communautaire qui s'est mis en place. C'est incroyable quand vous pensez à toute la partie financement, autorisation, permis, etc. Donc, encore une fois, il faut tenir compte de tous ces points. Service de fonds également. Universel. Qu'est-ce qui nous empêche à avancer? Est-ce que ce sont les décisionnaires en raison de leur nouveauté dans l'arène? Est-ce qu'on doit faire plus de rapports? J'imagine que voilà, il nous faudra redynamiser ce qui a commencé déjà depuis 2012 pour prouver que nous avons par exemple des données économiques et que nous avons les faits. Mais une fois de plus, il faudra travailler ensemble. Et vous, IXP, en fait, vous devez mettre à disponibilité ces données. On doit les collecter pour pouvoir les présenter et pour prouver, par exemple, aux différents gouvernements que c'est important pour le développement économique d'un pays. L'Afrique du Sud s'est penchée justement sur le changement de financement. Donc, ou encore ajouter un autre mécanisme de financement, genre. Ce sera utile, ça va nous aider en tout cas. Il y a énormément de millions de dollars en fait, en suspens ici et là. Donc il y a, oui, les ressources. Donc si on arrive à ouvrir ces ressources pour le financement des points d'échange, donc c'est incroyable en fait ce qui peut se passer. Là, bon, on se dit on arrive ici avec 21 points d'échange internet, c'est incroyable, il y a un changement incroyable justement, mais qu'est-ce que l'on peut faire pour avancer justement encore plus? Oui, de très bons points que vous avancez, des arguments intéressants que vous avancez en tout cas. Au sein des gouvernements. Écoutez, nous souvent on pense au gouvernement comme étant une entité. Non, c'est plusieurs agences par exemple réunies. Au fur et à mesure qu'il y a changement justement et ouverture, je pense qu'il faut que ça commence avec les régulateurs. Encore une fois, Zina par exemple, qui l'a bien compris, qui se reposait énormément sur les ministères et le régulateur
à des fins d'ouverture, est-ce que les régulateurs sont dans la salle ou une personne représentant un régulateur? Un, deux, trois peut-être. Alors j'ai un collègue ici, un Britannique qui travaille sur le continent africain depuis un moment maintenant chez IBM à Nairobi. Et en début d'année, en fait, on a tenu une discussion sur le même sujet et il a fait ressortir justement la chose. Soit les régulateurs sont vos amis. Oui, peut-être que vous aurez des divergences d'opinion, mais ce sont nos amis. Lui, il a commencé justement à travailler avec les régulateurs. Donc, si dans l'Assemblée vous êtes assis à côté d'un régulateur ou un représentant, donc embrassez cette personne. Oui, effectivement. C'est vrai que quelquefois le régulateur peut nous causer un peu de peine, mais bon, toujours est-il que ce sont nos amis. Voilà, si on veut avancer, il nous faut un ami au sein de ces régulateurs. Donc c'est un des instruments d'ailleurs du ministère d'éthique afin d'appliquer les politiques. Mais il y a d'autres agences également. Et des personnes qui ne sont pas forcément des amis, comme les administrations fiscales et autres. Mais sinon, la prochaine question au panélistes, c'est qui mène justement ces politiques hormis les régulateurs, en fait, qui décide de ces politiques? Bon, dans certains pays, c'est assez clair, hein, c'est le Premier ministre, ou dans d'autres, il y a conflit d'intérêts, etc. Alors, qui sont les amis qui vous soutiennent en matière de politique, qui vous retient en arrière? Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre pourquoi, en fait, ils réfléchissent sur telle ou telle politique? Ou est-ce que vous avez essayé de comprendre leur position également? Donc, est-ce que vous avez fait ce genre de travail? Est-ce que vous les connaissez? Alors, j'imagine que je vais commencer une fois de plus avec le point de vue de l'Ouganda. Nous, malheureusement, on n'a pas une très bonne relation avec notre régulateur, mais une très bonne relation avec d'autres parties du gouvernement. Bon, écoutez, qui c'est qui mène, par exemple, les politiques? Écoutez, de par notre expérience, ils ne suivent pas forcément un processus de cartographie. Donc, dans certains cas, c'est le ministère des Finances. D'autre part, je pense que les motivations sont auto-explicatives. Mais sinon, il y a le backbone du gouvernement en fait qui fournit un accès à Internet aux utilisateurs finaux. Donc nous, en fait, quand on mettait en œuvre justement notre modèle de durabilité, cette agence en fait gouvernementale était en ligne de front pour payer justement pour une année de service. Et évidemment, nous avons également de très bonnes relations avec les autorités fiscales, étant donné qu'ils bénéficient justement de cette offre. Mais sinon, après, oui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de très bonnes relations avec notre régulateur. Et il y a eu pas mal de contentieux à ce jour. Donc, ils ont créé deux autres agences, ces agences en fait qui étaient, qui se battaient, etc. Donc, mais bon, bref. Effectivement, il y a des intérêts financiers et la sécurité d'État. Avoir de très bonnes relations avec les régulateurs, c'est bien. Mais quand on dit gouvernement, comme vous le savez, le Tchad est entouré des pays limitrophes à presque 6 pays. Et qu'au sein de sécurité, pour l'instant, nous avons un grand challenge par rapport à la secte Boko Haram, qui vient de tous les côtés. Donc c'est d'où va la due diligence que nous recherchons aujourd'hui pour trouver une résilience avec les régulateurs. Parce qu'ils peuvent être de très bonnes intentions avec nous. On commence à travailler la police et après le ministère de l'Intérieur vient pour dire attention, parce que si vous développez de cette manière, quels seront aujourd'hui le contrôle que l'État peut avoir? Et le plus difficile pour nous aujourd'hui, vu la position de notre pays,
Ce qui nous inquiète le plus, c'est l'extrémisme violent via les réseaux sociaux. Et c'est ça qui, aujourd'hui, entrave l'État. La dernière levée des sanctions sur les réseaux sociaux date du 14 juillet 2019. Et ça nous a vraiment coûté beaucoup d'argent parce que tous les internautes utilisaient les VPN pour contourner les réseaux et faire. Donc, une très bonne relation, elle est déjà acquise, mais le plus difficile, c'est la compréhension au niveau du ministère de la Sécurité par rapport à la position du Tchad vis-à-vis de nos pays limitrophes qui nous exigent vraiment de faire très très attention pour protéger la population, mais ça sera à quel prix? Donc pour l'instant, nous négocions toujours, nous faisons toujours comprendre à nos dirigeants que vu le secteur dynamique qui est le numérique, la technologie aujourd'hui, quel que soit Alpha, on pouvait faire, s'ils pouvaient nous mettre vraiment les bâtons dans les roues, comme le disent entre guillemets, nous ne pouvons pas avancer de la même manière que les autres. Mais on peut se mettre d'accord pour avancer et mettre peu de restructuration et le reste on verra. En cas de problème, on peut être flexible pour que la décision de l'État prône sur l'opérateur, quel que soit Alpha. Mais l'objectif recherché aujourd'hui, c'est que tout le monde doit s'asseoir pour comprendre l'enjeu de la technologie qui nous dicte ses lois aujourd'hui. Donc la meilleure manière pour nous, c'est que de s'asseoir pour trouver le meilleur compromis afin d'avoir des politiques vraiment qui puissent faire en tirer profiter la population ainsi que les opérateurs et le gouvernement en quelque sorte. Je pense qu'avec l'endurance, la persévérance, on va y arriver. Merci. J'imagine qu'il y a quelques réponses dans cette salle à votre question. Il y a pas mal de personnes ici impliquées dans des activités professionnelles. Donc, vous travaillez avec des régulateurs, des gouvernements, etc. Vous partagez des informations par le biais de ce groupe AFIX et PIF. AFIX peut-être la base ici. Je ne sais pas en matière de données, je ne sais pas comment vous pouvez travailler cela, mais trouver en tant qu'association, trouver comme un endroit neutre. Donc, à savoir pourquoi, par exemple, tel ou tel pays présente des problèmes. Donc, encore une fois, au sein de ce monde, vous devez être rapide, effectivement. Donc, la question, c'est comment partager ces données parmi les gens ici dans cette salle et trouver un angle positif à cette équation. Donc, je sais que dans votre pays, c'est une situation différente. Moi, quand j'étais au niveau décision, en fait, je ne sais pas, est-ce que ma base de données, oui, voilà, vous levez la main. Bon. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est de changer un peu les mentalités des régulateurs et des différents membres du gouvernement. Et le gouvernement, donc, toujours est-il qu'il ne faut pas sous-estimer le travail des régulateurs. Encore une fois, l'idée c'est de collecter un maximum de données et présenter ces mêmes données aux régulateurs pour qu'ils puissent prendre conscience. Mais qu'est-ce qui crée justement cette panique à travers le monde? Parce qu'il nous a fallu carrément fermer cette connectivité. Non, ça ralentit votre réseau, ce n'est pas bon pour l'économie. Mais qu'est-ce que l'on peut faire collectivement? Et forcément, là, jusqu'à présent, ça n'aide pas en fait la population. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire avec les régulateurs pour pouvoir travailler avec les pays voisins, par exemple? Alors, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez l'Union de télécommunications. Un des collègues était justement à une réunion de l'IETF, pardon. Donc on a essayé de faire comprendre justement ce que c'est l'IETF, etc. Quels sont les protocoles qui sont mis en place, comment ces protocoles en fait prennent forme. Nous également, on fait des formations sur les IX. Et l'idée en fait, c'est d'avoir un espace en fait neutre
un espace neutre où les gens peuvent poser des questions. Donc on essaie de créer justement cet espace neutre où des décisions peuvent être prises. J'ai discuté d'ailleurs avec John et John justement posait des questions sur ce qui se passait. Mochuki, je crois, a parlé avec John par la suite. Donc là, peut-être qu'on peut aider à changer un peu la donne. Donc essayez de réfléchir à ces différentes personnes, faites-en une cartographie et essayez d'aborder la question avec les décideurs, les décisionnaires. Oui, effectivement, c'est une situation compliquée en fait, et ce serait pire en fait si on n'avait pas pu justement contrecarrer certaines choses. Et ici, merci à ISOC, Internet Society, ils ont fait pas mal de recherches dans ce sens pour pouvoir démontrer certains faits. Oui, peut-être qu'on peut demander à Risa. Donc dans 2 semaines, vous allez mettre en place un IXP, c'est ça? Et donc quels sont les avantages? Quels sont les avantages pour faire l'équilibre avec la partie sécuritaire, avoir plus d'accès pour le pays, donc c'est important, n'est-ce pas? Donc c'est comme un écosystème en fait que l'on souhaite avoir. Et au lieu de dire, voilà, il y a ici une bonne chose, mais moi je ne me souviens pas. C'était quand, en 2014, en juillet, je crois, il y avait cet article en fait, Many Rivers to Cross, plein d'obstacles à parcourir, qui impliquait, je crois, 6 ministères en fait entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, car il y avait ce pont, ce vieux pont. Je sais plus comment il l'appelait. Il y avait les régulateurs, la télécommunication, etc. Et au final, en fait, quelqu'un a pris la fibre et l'a placée, donc tout simplement. Est-ce que l'on doit trouver ce genre de solution? Quel genre de solution? Donc, écoutez, c'était un témoignage en tout cas. Bon, c'est vrai que il faut passer par des mois et des mois de négociations. Donc pour que par exemple la fibre passe une rivière, voilà les quelques exemples. Est-ce que ça va aider les régulateurs? Écoutez, je ne veux pas vous pointer du doigt, mais qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en fait pour mieux faire le travail? Non, c'est pas juste dire voilà oui les IXP font un bon travail, ok c'est bon, ou je crois que Lesotho, le régulateur était un observateur. C'est ça? Je sais plus trop. Mais nous, au final, par exemple, on a fait des formations, en fait, au Lesotho. Donc auprès du staff du régulateur. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, une vulgarisation. Donc, voilà, peut-être qu'on peut faire plus de formations pour essayer d'aplanir un peu les choses, trouver un équilibre. Oui, merci de rappeler cet article. En fait, il était question de mon boss. Je crois que c'est arrivé vers les années 2010 et on a une bonne vidéo justement de la chose et moi je voulais vous montrer cette vidéo d'ailleurs. C'était l'AFPIF 2012. Je n'étais pas autorisé, mais bon, pour diverses raisons. Il nous fallait traverser justement la rivière du Zambèze et étant donné qu'il y avait des paramètres de la part de pas mal d'agences, j'avais un plan A, un plan B et un plan C. Donc pour faire passer justement cette fibre. Et effectivement, quand on a traversé la rivière, c'était la mise en œuvre finale en fait du plan A. Après, quoi? Donc on en a parlé, etc. Du statut, des différentes limites que l'on avait, les limitations. À un moment donné, on nous a refusé l'accès au niveau d'un pont, etc. Et quelquefois, quand vous avez un blocage, ici ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez un blocage en fait, ou encore cette autorité qui bloque quelque chose ici ou là, donc vous trouvez un autre chemin.
vous contournez. Donc c'est une façon en fait de contourner, hein, c'est d'aller ailleurs par exemple. C'est difficile en fait, oui, quelquefois de gérer la situation. Mais écoutez, avec les différentes parties prenantes qui influencent justement le processus, peut-être pas toutes les parties prenantes qui influencent les politiques, peut-être que pas toutes les parties prenantes locales, ça peut être des parties prenantes internationales également en fait, hein, qui influencent. Boko Haram, madame, vous l'avez mentionné, n'est-ce pas, ou d'autres gouvernements, le gouvernement chinois, même le mien, le gouvernement britannique, au gouvernement étranger, donc venant influencer justement ces politiques. Est-ce que l'on sait qui sont ces entités justement étrangères, etc. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît leurs conversations, etc., etc. Alors, en Ouganda, écoutez, l'information est pas forcément clair, mais en général, on a une ingérence chinoise autour des infrastructures de télécommunications, j'imagine, sur les politiques également. On a également les Israéliens quand on parle de surveillance et de sécurité d'État. Mais au-delà de ça, je ne peux pas vous dire grand-chose. Voilà. Laissez-moi vous donner un exemple où nous avons avec l'ITU, mais ils font un travail formidable. On était à une conférence et quelqu'un voulait faire passer une résolution qui est juste un bout de papier, mais certains gouvernements le prennent très au sérieux. Ils voulaient mettre en place une résolution qui pourrait rendre plus difficile l'installation d'infrastructures. Donc, et pour qui nous avons dû batailler pour pouvoir faire reculer cette résolution, mais ça nous a pris 2 semaines, au moins 3 semaines. Mais bon, mais il faut travailler à travers ces obstacles qui se présentent à nous, parce que quelqu'un qui va courir partout, qui pense qu'ils connaissent quelque chose sur l'architecture et qui suggère un certain nombre d'équipements, etc. Donc nous voulons avoir autant de liberté à la lisière des frontières, etc. Donc, et nous devrons les influencer et faire ce que nous pouvons pour pouvoir les influencer. Je vais dire, c'est très embarrassant en ce qui concerne l'activité de mon propre pays. Beaucoup de personnes veulent empêcher les réseaux d'accès. Le Canada également, ce genre de... Mais certains débats au sujet de l'encryption et donc les gens veulent peut-être passer par la porte de derrière en ce qui concerne l'encryption, mais ce sont des choses qui se passent. Donc que faisons-nous à ce moment-là? Oui, la dernière question que j'ai en fait, c'est avant de passer la parole à l'audience, à l'auditoire, pas toutes les lois ne sont imposées sans consultation, mais il y a partout où nous allons, nous discutons politique générale de temps en temps, et puis en Afrique également, nous avons ce genre de discussion. Par exemple, SADC, son organisation de télécom, donc nous avons des consultations sur des lois spécifiques ou alors des règlements qu'ils veulent faire passer, qui sont discutés dans certains forums, les industries qui pourraient se constituer en association de fournisseurs d'Internet. Nous avons des alliances sectorielles, par exemple. Donc, l'association des ISP est membre de... Ils ont même une place, ils peuvent même solliciter le ministre pour des réunions. Donc, quel genre de forum est-ce que nous avons est-ce que nous avons assez de forums dans lesquels nous participons
quand nous avons la chance de participer à ces forums, est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous, en tant qu'industrie, est-ce que ça va être une table ronde ou alors une industrie qui s'assoit à l'avance, qui vient défendre une position inaltérable? Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans l'industrie, donc chacun défendant ses propres intérêts. Donc, quand nous nous organisons, est-ce que nous sommes en train de trouver les données qu'il faut? Est-ce que nous faisons de la recherche sur ces choses pour pouvoir avoir des arguments pour contrecarrer? Est-ce que nous sommes en train de mener notre politique générale dans la bonne direction, ou alors est-ce que nous nous laissons emporter avec la vague? Un des défis auxquels nous avons fait face en Ouganda, un des défis que nous avons eu, c'est que la communauté a eu beaucoup de mal à se rassembler. Nous n'avons pas une société civile très forte sur tout le territoire. Donc avec les télécommunications, c'est la même histoire. Bon, récemment, nous avons une association des TIC. Nous avons une certaine voix, ils ont une certaine voix. Donc, ils ont des voix derrière eux et derrière leurs membres. Et éventuellement, de temps en temps, le gouvernement a pris et accepté certaines de leurs positions. Mais ça n'a pas été général quand il s'est agi de la politique générale des télécoms. Mais je dirais que dans un sens, ça rend un peu plus facile pour que des choses passent sans beaucoup de diligence, de due diligence. Donc, ça leur donne un pouvoir beaucoup plus unilatéral en tant que gouvernement. Oui, mais je crois que c'est bon de travailler avec la communauté et ça va nous aider en Ouganda. Nous avons en fait l'apport de toute la société civile et principalement de notre chapitre d'Internet Society du Tchad. Ils sont en train de faire un très grand effort de travail pour réunir tout le monde autour d'une table pour qu'on puisse trouver la solution. Actuellement, nous pensons qu'ensemble, que ce soit les privés, le gouvernement ou bien la société civile, on pourrait faire une sensibilisation via les universités. Parce que plus les universitaires prennent la politique des télécoms en main, et plus les recherches s'aventurent. Nous, on pouvait en fait valoriser ceci via les interconnexions. Et l'avantage que nous avons, c'est que le gouvernement écoute maintenant les sociétés civiles qui sont en train de lutter et sensibiliser dans le domaine des télécoms. Et ça, c'est un avantage que nous pouvons capitaliser dessus pour trouver les compromis. Ce sont les raisons sur lesquelles on peut se baser pour dire d'ici fin 2019, on pouvait avoir une politique qui pouvait être vraiment flexible et nous permettra de faire un travail comme un chef d'œuvre, de la même manière où aujourd'hui nous comptons sur une infrastructure de taille pour notre pays. Nous comptons aussi avoir une politique de taille par rapport à cela. I'm going to work with Riza. J'aimerais travailler avec Reza. Elle sait comment faire bouger les choses dans son pays. Et je suis très heureuse d'entendre que la société civile est partie prenante de ces choses. Oui, on peut aussi travailler avec les régulateurs, des institutions régulatrices. Leur parler de IXP, il faut aller et venir et de temps en temps avoir un statut d'observateur. Donc leur montrer donc nous pourrions faire des checklists et comparer les notes. Est-ce que vous allez à telle place? Qu'est-ce qui était à l'agenda? Donc est-ce qu'on peut avoir les questions qui ont été discutées? Donc certains vont dans beaucoup de réunions, on peut peut-être parler avec eux, on peut parler avec certaines organisations de développement et venir de l'avant avec un agenda qui est excellent pour les affaires, excellent pour la société civile et pour les régulateurs. Mais tout le monde ne peut pas travailler de la même façon. Tout le monde n'a pas la même compétence pour rassembler les gens, pour travailler. Et pour renforcer ce que vous venez de dire,
Mais vous avez raison. Nous avons eu beaucoup de soutien de la part de la communauté internationale et des organisations régionales. Et puis, nous avons eu beaucoup de soutien de la part de l'industrie. Si assez de personnes dans l'industrie commencent à élever la voix, je pense que le gouvernement a tendance à plutôt écouter qu'à les ignorer ou alors à imposer leurs idées. Yes, I think Je crois que pour ajouter à cela, je sais qu'on a 3 jours ici, je crois qu'on peut faire, le message c'est continuer à dialoguer, laisser le dialogue ouvert. Jamais ça n'aurait été plus facile que maintenant. Certaines de ces politiques générales sur lesquelles nous nous battons ensemble, nous avons des groupes WhatsApp par exemple, et il y a des gens dans ces groupes, certains sont à Londres, d'autres sont aux États-Unis, d'autres en Ouganda et d'autres au Kenya. Nous discutons de ces choses, des articles, la recherche qui a été faite, quelqu'un qui a eu un jugement en justice par exemple, nous discutons de cas en justice, par exemple. On peut très facilement créer ces groupes de chat pour pouvoir partager, même si c'est en dehors, complètement dehors d'une institution formelle. Nous dépensons beaucoup d'argent pour nous réunir ici. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour aller dans une association ISP, mais ça ne vous coûte rien de continuer le dialogue avec FaceCap et les outils modernes. Je vais maintenant ouvrir le dialogue vers l'assistance, donc ce serait intéressant de prendre les questions de la part de l'assistance. Voilà, ou contribuer à cette discussion. Alors, il faut qu'on ait quelqu'un. Allez-y. Il faut qu'on ait quelqu'un. Je demanderai combien de fois est-ce que vous tendez la main à quelqu'un des institutions de l'État. Quand j'étais au gouvernement, les gens m'appelaient en dernière minute pour me dire, voilà, j'étais moins encline à les aider et j'étais plus... donc n'attendez pas que la crise surgisse avant d'essayer de communiquer avec eux. Allez dans des réunions, partagez avec eux, mais faites-le sur une base annuelle et tout au long de l'année, plutôt que de les appeler en dernière minute pour gérer des crises. Ils vont essayer de vous aider, mais c'est mieux que si vous avez ces relations qui sont fluides et continues. Oui, c'est important. Ce n'est pas juste les appeler quand vous avez besoin de quelque chose. Mais il se pourrait que vous ayez quelque chose à leur offrir. Donc, sinon, vous pouvez téléphoner à dire « Salut, comment ça va? Comment vont les affaires chez vous ?» Donc, pour que vous ne soyez pas toujours un ami dans le besoin tout systématiquement. Donc, il faut vraiment alimenter cette relation et la garder fluide et toute l'année. Donc, nous n'avons pas de questions nous pouvons maintenant résumer pour la journée. Peut-être quelques remarques de conclusion, puisque nous n'avons pas eu de questions. La seule question avec laquelle je voudrais terminer, c'est offrir de former les gens et leur expliquer ce que votre équipement fait. Ça peut être quelqu'un du ministère ou du régulateur. Expliquer comment fonctionne. Vous pouvez leur montrer l'équipement ou alors leur dire ce que c'est qu'un IX, par exemple qu'un IXP. Leur expliquer comment ça fonctionne, demander des questions dans une grande salle parce que les gens sont embarrassés d'étaler leur ignorance. Donc c'est difficile. Zina. En tout cas, pour nous, en fait, nous comptons beaucoup plus sur le partage d'expériences, discuter avec les uns et les autres pour trouver des compromis à résoudre notre problème. Et nous croyons qu'avec l'apport de toute la communauté AFPIF, nous allons relever le défi et nous en serons fiers pour dire que nous sommes arrivés ici jusqu'à ce stade, avoir eu la voix de communiquer et de passer notre message. Et en fin de compte, on a eu le support qu'il faut pour revenir et s'asseoir et faire un bon travail. Merci. Nous avons une question, voilà. Professeur Mary Keshon, voilà.
Je voudrais que les panélistes parlent un petit peu de... Pardon, j'ai pas compris la question. What was the question? Regulatory capture. Regulatory capture. Oui, parler des régulateurs. So one country I worked in where I did help create a regulator. Un pays où nous avons aidé le régulateur, le responsable était très puissant. Vous devez apporter le plus de voix possible de la part de... il faudrait trouver vos poids lourds. Quels sont les poids lourds que vous pouvez apporter au régulateur, Ryan, et peut-être qu'il va falloir parler à des poids lourds dans le gouvernement. Donc, professeur Mail, on aurait dû aussi avoir parlé un peu des universités comme étant un facteur très critique dans l'éducation, mais avec ce que vous pouvez faire avec les régulateurs, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de les former pour apporter un changement beaucoup plus structurel. Ou alors ramener un opérateur. Dès que le deuxième opérateur est arrivé, le réseau est tombé parce que la demande a... quelquefois, il faut forcer la compétition à intégrer le territoire et à ce moment-là, votre régulateur, ça va changer sa vision. Sinon, vous perdrez beaucoup de temps si vous essayez de... il y a le régulateur et beaucoup de pays qui sont connectés aujourd'hui sont venus des moments noirs de notre histoire. Donc ils ont encore peur de ces moments très noirs avec les régulateurs et les gouvernements qui avaient la haute main sur tout le réseau. Slow down for the translator. Say again. Oh, he can't hear you. The translator can't hear. Microphone is not. Use the mic. This mic, this one. Merci beaucoup. Moi, je suis représenté l'Agence de régulation et de contrôle de télécommunications au Burundi. Donc, c'est juste donner une intervention sur ce que notre conférence Chad. Donc, dans ce cas-là, il faut comprendre que le régulateur, lui, il est là, donc c'est le gouvernement. Donc, tout ce qui se fait dans le pays, il faut que le régulateur soit informé quand même. Et pour nous, ça aussi, c'est fait de la même manière, donc, mais ce n'est pas juste de cette façon. Au début, pour mettre en place le BDX, donc le point d'échange, donc on appelle le BDX, c'est le point d'échange de Burundi. Il y a une... Merci. Donc il y a au premier coup, il y a une association, c'était une association privée. Donc c'est lui qui voulait mettre en place le point d'échange Internet. Mais dans ce cas-là, avec Afrinique, on a même donné des ressources. Donc on a déjà attribué des ressources qui sont enregistrées sur le CHISA. Et par après, cette association n'a pas vraiment mis en place le point d'échange. Et par après, comme régulateur, on a vu qu'il y a un problème, on a fait des recommandations au niveau du gouvernement. Par après, il y a une autre personne qui a voulu mettre en place le point d'échange. C'est notre copain. Je pense que le membre de la FRENIC connaissait déjà ce type de phénomène-là parce qu'on a déjà informé. Lui aussi, parce qu'il vit au Canada, c'est pas réussi. Nous, comme régulateur, on a vu qu'on a un problème. Donc, on n'a pas vraiment... Il y avait un problème sur l'Internet. On a fait des recommandations au niveau du gouvernement. Et le gouvernement a dit, voilà, à travers de RCT, il faut mettre en place le point d'échange. Par là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé tous les opérateurs, donc tous les fournisseurs d'accès Internet. Et on a fait une association, l'association qu'on s'appelle AFOSIB. Et c'est par l'association, alors qu'on a parvenu à mettre en place le point d'échange. Alors, comme régulateur, on est là, on a donc une même mise sur cette association, mais c'est l'association en question qui gère
le point d'échange BDXUP. C'est juste donc, bon, parmi les membres de cette association-là, puisqu'on est juste au début, il y a le membre qui s'appelle BBS, il nous a prêté les bâtiments là où nous allons loger les infrastructures que nous utilisons. Il a des data centers. Et lui aussi, il a promis que juste au premier coup, dans une période d'une année, donc on ne va pas facturer les transits là, donc il faut se faire à l'intérieur, donc on fait gratuit. Mais on dit que ça ne va pas dépasser 10 mégas. Si ça dépasse 10 mégas, donc dans ce cas-là, on va facturer. C'est juste les ressources qu'on utilise, puisque c'est au début, les ressources africaines devraient nous donner encore des ressources, parce que les ressources qu'on a déjà attribuées auparavant, ça ne fonctionne pas, parce que vous attendez bien, donc ça tombait à l'échec. Donc les ressources qu'on utilise pour le moment, on utilise les ressources de BBS, donc c'est le BBS qui nous a prêté ces ressources, c'est ça que nous utilisons. Donc nous avons aussi un défi parce qu'au niveau de visibilité, nous aussi, vous comprenez bien que lorsqu'on regarde que c'est côté BBS, mais alors que nous voulons la visibilité de notre point d'échange BDXUP. Merci. Zina, do you want to take that? Because we understand all of it. Yeah. Merci beaucoup, monsieur, pour le cas de Burundi. L'unique exemple avec vous, c'est que nous avons la chance que c'est l'opérateur historique qui va héberger le AXP. Mais comme je vous l'avais dit, chez nous, la société civile, elle fait son travail, et principalement le chapitre tchadien de Internet Society. C'est eux qui sont notre interface. Mais le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, notre agence de développement d'éthique réclame le AXP de la même manière où nous le réclamons. Et je pense que la sensibilisation a marché, et on s'est tous assis via notre ministère de Nouvelles Technologies. Il nous a dit exactement le e-gouv sera géré par eux et le reste par la Sotel Tchad. Mais notre problème, il est un peu différent, parce que nous, notre problème, c'est toujours la politique qui joue un rôle, parce qu'elle impacte parfois, l'État décide comme ça, il décide soit couper l'Internet ou le verrouiller, et c'est ça le plus grand handicap. Et je pense que plus de sensibilisation et de communication, utiliser la même chose, aller vers ces gens-là. Et nous, ce que nous faisons, c'est que via la société civile, on arrive à faire asseoir tout un ministère pour s'asseoir et essayer de négocier. Et je pense que notre exemple aujourd'hui, c'est si on arrive à mettre une très belle politique à la fin de l'année, je vous assure que côté francophone, on risque de prendre le chapeau, quoi. Désolé, hein, monsieur Luc. Yeah, I think that's a good message. Oui, je crois que c'est un bon message. Je crois qu'une politique progressive est beaucoup plus souhaitable. Si nous avons d'autres questions, s'il vous plaît. D'accord. Carl était le dernier pour faire ses remarques de clôture. Je dirais que j'ai pas beaucoup plus à dire que ce qui a déjà été dit, mais je voudrais vraiment promouvoir l'idée de créer la communauté, et que vous soyez en train de travailler avec un régulateur ou vos pairs, peut-être travailler avec la société civile du mieux que vous pouvez. Donc, dans notre cas particulier, on ne serait pas là aujourd'hui si ça n'avait pas été la voix de certains de nos amis à l'intérieur de l'industrie dans ce vertical. Oui, je voudrais juste remercier tout le monde. Faire des choses comme ça, c'est vraiment une éducation pour nous tous, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup appris juste en écoutant certains des historiques, et j'ai beaucoup entendu parler de chat aujourd'hui. Je voudrais remercier Zina, Jane et Carl, et continuons le dialogue, s'il vous plaît. Merci.